Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce midi là, pour le webinaire sur la subtilisine. Je suis Sylvie Bédard, je suis conseillère aux établissements à la SAS. Comme vous le savez, là, je ne m'étendrai pas. Là, la SAS est votre association paritaire en prévention pour vous supporter dans vos projets d'amélioration à travers différents mandats et différents produits. Puis la diffusion de travaux de recherche pertinents à notre secteur, ça en fait partie. Si on revient à la subtilisine, pour la petite histoire, il y a certains d'entre vous qui se rappellent peut-être qu'il y a déjà quelques années, on nous avait interpellés pour des symptômes d'irritation des voies respiratoires et puis des yeux qui étaient rencontrés chez des travailleurs. À l'époque, on parlait de services de stérilisation, puis déjà maintenant, on parle d'unités de retraitement pour des dispositifs médicaux. Il y avait à ce moment-là plusieurs hypothèses qui avaient été émises. Certaines concernaient les produits de désinfection, mais il y en a d'autres, on pointait vers les savons qui servaient au pré-nettoyage, sachant que dans les ingrédients, on voyait bien sur les fiches signalétiques qu'il y avait présence de subtilisine. Mais à l'époque, on ne disposait d'aucune méthode standardisée pour mesurer la présence de subtilisine dans l'air, donc de vérifier cette hypothèse-là. C'est donc ici que les travaux de Geneviève Marchand et de son équipe entrent en jeu. C'est pour ça que je suis bien contente aujourd'hui d'accueillir Geneviève qui va nous présenter les résultats de ses travaux sur le sujet. Elle est microbiologiste émérite à l'IRSST. Elle cumule une longue expérience de 27 ans à l'Institut et une grande passion, là, comme vous allez pouvoir l'apprécier par vous-même dans quelques instants. Alors, je vais laisser la parole à Geneviève. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment un survol sur la problématique qui est reliée à la subtilisine. Je n'ai pas du tout l'intention de vous présenter l'ensemble des résultats que nous avons fait au cours du projet qui était sur la mise au point d'une méthode d'analyse pour la subtilisine, mais dans lequel on a eu la chance d'aller en milieu de travail pour faire des documentations. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un survol. Si jamais vous êtes intéressé à aller plus loin, vous pouvez aller directement sur le site de l'IRSST. Le rapport est disponible. C'est le rapport R927, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce que la subtilisine? La subtilisine, c'est une protéase. Donc, c'est un produit qui va permettre de catalyser les réactions. Ça veut dire qu'il va permettre de faire les réactions beaucoup plus vite. Donc, des fois, ils peuvent activer les réactions puis les faire fonctionner presque 1 million de fois plus rapidement. Donc, dans la nature, c'est quelque chose qui est utilisé largement. Il y a des enzymes partout et il y a des protéases aussi un peu partout. La subtilisine, c'est une enzyme qui est spécialisée pour aller dégrader les protéines. Mais elle n'a pas une spécificité particulière pour un type de protéine, dans le fond. Tous les types de protéines qu'elle va rencontrer, elle va avoir tendance à vouloir aller les dégrader. Donc, ce qu'elle va faire, notre petite subtilisine, c'est qu'elle va aller couper les protéines. Donc, ici, on peut voir, on a notre bactérie, qui est le bacillus, dont je vais vous parler plus tard, qui va produire notre petite enzyme, qui, elle, ensuite, va s'en aller directement sur notre protéine. Ici, à titre d'exemple, on a pris la caséine, et qui va la scinder en différents morceaux. Donc, quelle est la petite bactérie qui produit cette subtilisine-là? C'est une bactérie qu'on appelle le bacillus. Principalement, c'est la Bacillus subtilis, d'où vient le merveilleux nom de subtilisine. Mais il y a d'autres types de bacillus aussi qui peuvent produire des subtilisines. Pour vous rassurer, Bacillus subtilis n'a pas commencé à produire de la subtilisine parce qu'elle en avait besoin pour faire du lavage. Donc, ce n'était pas pour la même utilisation que nous. Le Bacillus produit les subtilisines pour réduire les protéines qui sont dans l'environnement pour être capable de les incorporer à l'intérieur de sa cellule et de fonctionner, de continuer à vivre. Donc, c'est vraiment là, une question de survie pour les bacillus. Ce n'est pas du tout pour aller faire du nettoyage ou toute autre chose. Si on regarde rapidement les effets à la santé qui peuvent être
relié à la subtilisine. Tout d'abord, il faut savoir que le bacillus, c'est un micro-organisme qu'on dit du groupe de risque 1. Sauf 2 bacillus qui sont les bacillus cereus et évidemment bacillus anthracis, la maladie de l'anthrax que tout le monde connaît. Donc ça, ce sont 2 bacillus qui sont à plus haut niveau de risque. Mais le bacillus subtilis de base est un niveau de risque 1. Qu'est-ce que ça veut dire une bactérie de niveau de risque 1? Ça veut dire qu'il y a un risque faible d'infection pour la personne et aussi faible pour la collectivité. Donc, en principe, ce micro-organisme-là ne va pas causer d'infection chez les personnes qui vont être exposées. Donc, on pourrait supposer qu'ils ne sont sans aucun risque pour la santé. Et on pourrait donc les utiliser n'importe où. Mais évidemment, ce n'est pas tout à fait ça la vérité. Il faut savoir d'où vient l'évaluation des groupes de risque. Donc, les groupes de risque viennent principalement de Santé publique Canada, qui ont émis des directives de biosécurité en laboratoire. Et ce qu'ils regardent, c'est vraiment le risque d'infecter une personne, donc de se multiplier. Tous les autres risques à la santé qui pourraient être attribués ne sont pas regardés avec ce groupe de risques-là. Ça ne tient pas compte des autres milieux de travail et ça ne tient pas compte non plus des autres risques à la santé. Donc, il ne faut pas nécessairement regarder exclusivement le niveau de risque. Il faut aller plus loin, il faut regarder d'autres facteurs, d'autres paramètres que seulement le niveau de risque. Je vais vous montrer ici, en fait, quels sont tous les effets qui peuvent être provoqués par la subtilisine, sauf pour ce qui est de la pneumonie qui avait été identifiée par certaines personnes. Tous les autres ont été identifiés correctement. Donc, il y a plusieurs effets à la santé qui peuvent être provoqués par la subtilisine. Seulement rappeler que pour ce qui est de l'édème pulmonaire et de l'hémorragie, c'est pour des essais qui ont été faits en laboratoire chez des petites souris. Mais souvent, dans les milieux de travail, ce qui est rapporté, c'est l'asthme, les symptômes respiratoires, dermatiques et les choses de ce type-là. Donc, puisqu'on sait que la subtilisine a plusieurs effets à la santé, elle a été d'ailleurs reconnue comme étant une substance qui était hautement à risque pour le milieu de travail, le RSST a proposé une valeur plafond d'exposition de 60 nanogrammes par mètre cube d'air et il prohibe aussi la recirculation dans l'air. Et ce 60 nanogrammes par mètre cube d'air était en fait le gros défi du projet de recherche pour développer la méthode d'analyse parce que c'est vraiment une concentration qui est excessivement faible dans l'air. Donc, ce n'était pas évident de trouver tant une méthode d'échantillonnage qu'une méthode d'analyse pour être capable de le documenter. À titre informatif, le HSE, qui est le Health and Safety Executive en Angleterre, eux ont diminué la valeur d'exposition à 40 nanogrammes par mètre cube d'air. Donc, ils sont encore plus faibles que les limites qui sont proposées ici. Un autre fait que je pense qui est intéressant au niveau de la subtilisine, puis ça va peut-être aider à comprendre aussi pourquoi parfois on a de la difficulté à avoir certaines informations, comme vous allez le voir plus tard. L'Union européenne a reconnu la subtilisine comme étant une substance qui était hautement toxique pour l'environnement aquatique. Donc ça, c'est reconnu. Mais, puisqu'elle est efficace pour laver le linge et la vaisselle, on a décidé d'en faire une exception et la subtilisine et les savons ayant de la subtilisine ont quand même le droit de porter la reconnaissance éco. Donc, ça ne veut pas dire parce que votre produit est écologique ou éco qu'il est nécessairement sans risque ni pour l'environnement ni pour la santé des gens qui peuvent l'utiliser. Donc, il faut quand même être prudent à ce niveau-là selon les appellations qui vont être portées là, sur les produits. Donc, où utiliser la subtilisine? La subtilisine n'est pas juste utilisée dans les milieux hospitaliers. On en retrouve au niveau de l'alimentaire, on en retrouve pour la désinfection des verres de contact. Dans les fontaines biologiques aussi. Les fontaines biologiques sont beaucoup utilisées dans les endroits où il y a des pièces mécaniques, où on veut enlever les graisses ou les salissures qui se retrouvent sur ces pièces-là.
Donc, ces fontaines biologiques-là vont contenir souvent les bacillus comme tels qui vont produire la subtilisine pour aller décoller là, ces salissures-là. Et évidemment, comme vous le savez, c'est utilisé comme agent de pré-stérilisation et de nettoyage là, dans les milieux hospitaliers. Même si on savait qu'il y avait des effets à la santé, même si on avait une norme, parce que ça fait longtemps que la norme de 60 nanogrammes était proposée, il y a peu d'études qui avaient été faites, il y a peu de documentation des niveaux dans l'air ou d'exposition parce qu'il n'y avait pas de méthode standard, on n'était pas capable de l'analyser. Et ceux qui ont le temps et qui veulent, vous pouvez aller voir au niveau du NIOSH les recommandations qu'ils font pour leur méthode. Eux, ils ramassent des poussières puis ils analysent dedans. Donc, c'est la méthode qui était encore proposée par le NIOSH il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas allée au cours du dernier mois, là, mais c'était encore ça il n'y a pas longtemps. Par contre, le HSL, qui est un laboratoire qui ressemble beaucoup au laboratoire de l'IRSST, eux avaient une méthode et afin de ne pas réinventer le bouton à 4 trous, comme je dis souvent, on a décidé qu'on allait utiliser sensiblement la même méthode que eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point la méthode qui permet de faire un dosage, mais des protéases. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans la méthode, on va utiliser une caséine, qui est ici la protéine, sur laquelle on va avoir mis des fluorophores, qui sont les petites choses rouges, des petites lumières rouges. Et quand on coupe la caséine avec notre subtilisine, ces fluorophores-là vont émettre, et c'est cette fluorescence-là qu'on va aller lire dans nos appareils de lecture. Plus on va avoir de fluorescence, plus on va avoir de subtilisine dans notre échantillon, et c'est comme ça qu'on va faire notre dosage à l'aide d'une courbe standard. Donc, voici ici un peu une courbe standard. Ici, c'est une courbe standard dans laquelle on s'est étiré énormément vers les concentrations les plus faibles. Puis comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas une grande utilité pour nous pour faire un dosage parce que même si on augmente la concentration de subtilisine, on ne voit pas vraiment une augmentation de la fluorescence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de se garder dans cette partie-là de la courbe standard pour créer nos courbes étalons, pour être capable de faire nos dosages. On a fait plusieurs tentatives, plusieurs concentrations ont été testées et on a fini par avoir une bonne répétabilité, des bonnes courbes standards avec une limite inférieure de 0,6 nanogrammes. Mais regardez bien ici, c'est par millilitre, ce n'est pas par mètre cube. C'est vraiment pour la méthode analytique. Donc, plus tard, on va voir quelles sont les limites quand on regarde dans l'air directement lorsqu'on est obligé de faire une extraction. Donc, au laboratoire, l'implantation de la méthode n'a pas été si difficile que ça, puisque le HSL le faisait déjà. Et nous, on trouvait que c'était très avantageux de se coller à ce qu'eux faisaient si on voulait se comparer, dans le fond, avec ce qu'eux documentent dans les milieux de travail et ce que nous, on peut documenter. Donc, les premiers essais qu'on a faits, c'est sur des savons. Puis l'idée de le faire dans les savons, c'est quand on s'est mis à demander à certains collaborateurs s'ils utilisaient des savons à base de subtilisine, à notre grande surprise, plusieurs personnes ne le savaient pas. Et même s'ils regardaient sur les fiches ou les descriptifs des produits, ils ne trouvaient pas non plus l'information. Donc, l'idée a été, on ne va pas aller faire tous les hôpitaux du Québec, même si on aime bien aller se promener puis aller échantillonner, c'est très intéressant. Mais on voulait quand même limiter nos interventions. Donc, on a demandé aux collaborateurs de nous envoyer les savons directement au laboratoire. Puis, on a dosé la subtilisine dans ces savons-là pour cibler nos interventions terrain seulement dans les hôpitaux qui avaient vraiment des savons à base de subtilisine. Donc, on a testé en tout 15 savons différents. Puis, je vais vous montrer ce qu'on a obtenu au niveau des concentrations. Je sais que le tableau est un petit peu petit, mais le but, ce n'est pas vraiment de relire un à un les chiffres et les concentrations. C'est simplement de vous montrer. Ici, dans la première colonne, ça, c'est les concentrations qui sont rapportées dans la fiche de sécurité. Donc, c'est ce à quoi on voudrait s'attendre. On voit qu'il y en a, on ne le sait pas. Ce n'est pas rapporté ou ils disent qu'il n'y en a pas. Bon, les hôpitaux. Puis ici, on voit les concentrations qui ont été mesurées, effectivement. Là, vous allez vous demander comment ça qu'on a autant de produits dans lesquels il n'y avait pas de subtilisine. Mais souvent, c'est parce que les gens n'étaient pas certains.
Fait qu'ils voulaient qu'on teste vraiment avec notre méthode de laboratoire, voir si effectivement il n'y en avait pas ou simplement qu'il n'était pas écrit. Donc, si on enlève les échantillons pour lesquels il n'était pas supposé en avoir et on n'en a pas mesuré, on reste quand même avec un bon nombre de savons dans lesquels on a été capable de faire des dosages de subtilisine. Et de ceux-là, on en retient 5 pour lesquels ce qui était rapporté dans la fiche de sécurité et ce qui a été mesuré ne correspondait pas. Les plus remarquables sont le EM et le SO. En fait, le SO ne devait pas avoir du tout de subtilisine et on en a dosé jusqu'à 10 à la 7 nanogrammes par ml, donc 1% poids-volume dans le savon. Et le EM était supposé être entre 0,1 et 1%. On a monté jusqu'à 3% poids-volume. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, il y a quand même un savon sur 3 qui ne rapporte pas la concentration qui est rapportée dans la fiche de sécurité. Même si on voit qu'il n'y a pas de correspondance, il faut quand même savoir qu'il y a une limitation à ça, puisque nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un dosage des protéases et non pas spécifiquement de la subtilisine. Donc, il pourrait y avoir d'autres enzymes dans le savon qui pourraient avoir une certaine interférence. Mais comme on est des scientifiques et qu'on aime beaucoup pousser nos questionnements un peu plus loin, vous allez voir qu'on est allé chercher des collaborateurs qui nous ont aidés à aller voir effectivement qu'est-ce qu'il y avait dans ces savons-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos savons et on les a fait migrer sur des gels de polyacrylamide. C'est des petits gels qui nous permettent de séparer les protéines selon leur poids. Et ensuite, on est allé chercher, comme on peut voir, des petits carrés rouges. C'est ce qu'on est allé chercher, desquels on a extrait les protéines. Et on est allé les mettre directement dans un GC. Oh, j'ai marqué LC, c'est GC ici. Excusez. GC-MS-MS pour faire la séquence des protéines pour savoir qu'est-ce qu'on retrouvait. C'est là qu'on a vu que c'était très intéressant. Dans les 3 essais qu'on a faits, on a trouvé de la subtilisine. Donc, ces 3 savons-là contenaient de la subtilisine, mais ils contenaient aussi d'autres protéines, dont entre autres de l'alpha-amylase, qui a été une découverte quand même intéressante pour certaines personnes, parce certains médecins, parce qu'on sait que l'alpha-amylase peut aussi causer des problèmes d'asthme. Donc, on retrouvait dans le fond, dans un même savon, 2 composantes qui pouvaient avoir des impacts au niveau des voies respiratoires. L'autre constat qui peut être intéressant, c'est de regarder les noms. Donc, ça, c'est les noms qui sont produits par une base de données spécialisée au niveau des protéines. Et on voit que la subtilisine peut sortir sous différents noms, différentes appellations. Plus tard, au cours du projet, on a aussi essayé de voir si on était capable de le faire sur des échantillons d'air. Donc ici, c'est juste à titre indicatif parce qu'on voit que les bandes, comme on appelle ici protéiques, là, les petites lignes ne sont pas très fortes, sont pas très... les concentrations sont très faibles, mais on s'est quand même essayé et à notre grande surprise, on a quand même été capable, de voir 2 subtilisines, 2 protéines qui ont été identifiées dans la petite bande numéro 10, qui nous disait qu'éventuellement, on serait aussi capable d'appliquer cette méthode-là aux échantillons d'air. Donc, les constats à ce niveau-là, c'est que la subtilisine, malheureusement, n'est pas le seul enzyme qui peut être présent dans les savons, que ce soit des savons dits enzymatiques, bio, éco, les savons verts, tous les savons un peu écologiques qui contiennent des enzymes. Il ne faut pas penser que la subtilisine est la seule qui va être présente. Et c'est la même chose finalement au niveau des échantillons d'air, parce qu'aussi dans les échantillons d'air, on a vu qu'il y avait plusieurs protéines. Et notre plus grand constat, c'est de voir la grande variabilité au niveau de l'appellation de la subtilisine. Tous les noms, les petits noms que la subtilisine peut porter, ça tend à en venir fou occasionnellement. Donc ici, on peut voir, je voulais vous montrer un peu les différents noms que j'ai trouvés, tant dans les bases de données, sur les fiches de sécurité, dans la littérature. Donc, plusieurs noms différents que pourrait porter la subtilisine. Vous pensez qu'il y en a beaucoup? Regardez, il y en a encore un petit peu. Donc, c'est vraiment, ils perdent la tête. C'est très difficile.
C'est facile de comprendre pourquoi, occasionnellement, quand on demande aux intervenants du milieu s'ils travaillent avec la subtilisine ou s'ils ne travaillent pas avec la subtilisine, c'est normal qu'ils ne soient pas capables toujours de nous répondre parce que la subtilisine, elle se cache sous différents noms, différentes appellations et c'est pas toujours écrit non plus. Nous nous sommes concentrés sur 4 endroits principalement, soit les unités de décontamination, les endroits qu'on appelait le pré-lavage, les unités de retraitement et de stérilisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a regardé tant au niveau du nettoyage manuel que des nettoyeurs automatiques. Donc ici à la gauche, non, ça c'est la droite, Geneviève. Excusez. On peut voir un laveur automatique. Ici en haut, vous pouvez voir où nous avons placé nos pompes d'échantillonnage. Donc, on se mettait vraiment près de l'évier où étaient manipulés les savons à base de subtilisine. Donc, c'est 3 différents endroits là, où nous avons fait des échantillonnages. Tout d'abord, la méthode d'échantillonnage qu'on voulait utiliser, c'était un nouvel échantillonneur qui s'appelle le Coriolis, qui est un échantillonneur qui échantillonne à 300 litres, jusqu'à 300 litres minutes. Donc, pour atteindre les faibles limites de détection, c'est quelque chose qui était très intéressant pour nous. Malheureusement, les résultats n'ont pas été vraiment à la hauteur de ce qu'on voulait. On s'est rendu compte, mais en fait, on pense, c'est une hypothèse, que les particules sont tellement petites qu'elles sont directement réentraînées dans le rejet d'air de l'appareil et on se ramassait avec plus de subtilisine sur les filtres de sortie que dans le tube de collecte. Donc, on est retourné avec nos bonnes vieilles méthodes de prélèvement sur filtre. Par contre, on a utilisé une cassette IOM qui a une plus grande ouverture et on a utilisé des pompes qui nous permettaient d'aller à 10 litres par minute. On se rappelle que la limite de détection est très faible, donc c'est important d'être capable d'aller chercher un gros volume d'échantillonnage. Mais notre autre problème, c'est que c'est une limite plafond, une mesure plafond, donc on ne peut pas échantillonner pendant 8 heures non plus. On voudrait échantillonner sur une période de 15 minutes. Donc, tous ces défis-là faisaient que c'était assez difficile de trouver une bonne méthode là, pour aller échantillonner. Donc, voici les résultats que nous avons eus dans les différents hôpitaux où nous sommes allés. On peut voir que la majorité du temps, on est aux limites de détection, donc il n'y a pas vraiment d'exposition comme telle. Mais il y a quand même, à certains moments, où on peut voir qu'il y a des concentrations qui sont quand même assez élevées dans différents milieux de travail. Soit en bleu foncé, on peut voir où on a dépassé la norme, et bleu pâle, c'est où on était plus qu'à 50% de la norme, donc ça pouvait quand même être un indicatif qu'éventuellement on pourrait avoir à regarder plus en détail. Donc, c'était quand même des résultats qui étaient intéressants là, de savoir qu'on était capable de les mesurer dans l'air. Bien sûr, c'était intéressant au niveau scientifique, peut-être que moins au niveau des travailleurs qui doivent les manipuler. Donc, on a mis au point vraiment une méthode avec le IOM là, qui était très, très facile. Puis c'est quand même une méthode qui est très rapide. Donc, en dedans de 24 heures, on est capable d'avoir les résultats pour les échantillons. Donc, une fois qu'on a été capable de voir qu'on était capable d'en mesurer, qu'on s'était promené beaucoup dans les hôpitaux, ici, je veux faire juste un survol des différents moyens de contrôle qu'on pourrait vous proposer. C'est sûr que ce n'était pas l'objectif du projet, c'était pas pour ça qu'on allait, on voulait mettre au point une méthode, mais pourquoi ne pas faire une pierre deux coups? Merci, je cherchais le proverbe. Donc, c'est pour ça que je fais juste un survol rapide. Des moyens de contrôle qui pourraient éventuellement être regardés. Donc, évidemment, il y a la substitution, mais il faut faire attention parce que dans plusieurs produits de substitution, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres enzymes. Donc, il ne faudrait pas remplacer un problème par un autre problème. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Il y a des systèmes de captation à la source. Dans un des endroits où on est allé, c'est peut-être pas très, très évident, mais ici, on peut voir qu'il y a une grille de captation directement au-dessus des éviers. Donc, ça pourrait être une façon de réduire l'exposition des travailleurs éventuels. Il y a aussi, au niveau des méthodes de travail, on a vu qu'il y avait plusieurs méthodes de travail. Les gens travaillent vraiment pas de la même façon. Et on a remarqué que souvent, de brosser les endoscopes ou les pièces sous l'eau avait tendance à moins générer d'aérosols. Et pour vous en faire la preuve, je vous ai fait un petit vidéo.
pour vous montrer toute l'aérosolisation qui se fait lorsqu'on brosse les choses. Donc, c'est peut-être pas toujours évident quand on est dans notre travail de voir qu'on est en train de créer des aérosols, mais c'est vraiment d'être consciencieux à ce niveau-là quand on travaille. Donc, ça serait d'essayer de travailler de façon submergée la majorité du temps pour essayer vraiment d'éviter toutes ces productions d'aérosols-là, de brasser, quand on brasse les instruments à l'intérieur des éviers aussi, d'essayer de les brasser avec moins de vigueur si possible. D'autres propositions pour les moyens de contrôle, on peut aussi penser qu'ajouter le savon dans un évier qui est vide ne serait pas une bonne approche parce qu'on peut voir ici directement sur la photo, on voit les aérosols que ça crée. Donc, si vous avez déjà votre savon plein de subtilisine dans le fond, puis vous ouvrez le robinet, ça va créer des aérosols auxquels les gens vont être exposés. Une bonne méthode serait d'utiliser un système submergé comme on voit ici. Belle photo qui a été prise dans un hôpital ici au Québec par Mme Bédard. Je remercie. Donc ça serait vraiment des systèmes là, qui pourraient être préconisés pour essayer de réduire les aérosolisations. Il y a aussi l'utilisation des pannes qu'on a vues dans certains hôpitaux, des pannes de ce genre-là, qui peuvent être absorbantes puis absorber beaucoup la subtilisine, mais il faut quand même garder en tête que ces pannes-là doivent avoir un bon entretien. Si on les laisse là trop longtemps, mais la subtilisine va finir par s'accumuler. Donc, des fois, peut-être qu'un bon dessus en stainless qui se lave bien peut aussi être une bonne méthode. C'est vraiment dans les méthodes de travail qu'on va pouvoir décider la meilleure façon de faire. Il y a aussi, finalement, un contrôle des surfaces. On a fait des tests, on pourrait être capable de déceler la subtilisine sur des échantillons de surface. Ça pourrait être fait à titre préventif, mais c'est vraiment, à l'heure actuelle, une idée là, pour faire de la prévention. Ça nous permettrait de suivre les niveaux de subtilisine qui sont déposés soit au sol ou sur les comptoirs. Puis ça pourrait, par le fait même, aussi évaluer la qualité des nettoyages qui sont faits. En fait, ce qu'on voudrait, c'est essayer d'éviter l'accumulation de la subtilisine sur les surfaces parce qu'au cours du projet, on s'est rendu compte dans un hôpital où on avait des concentrations quand même assez élevées dans l'air que ça suivait une problématique de déversement, probablement qui avait été mal nettoyé. Donc, ça pourrait être une proposition, mais comme bon, il y a des points d'interrogation, c'est vraiment des idées à ce niveau-ci. Tout ça, il faudrait que ça soit vérifié. Donc, en conclusion, à l'heure actuelle, au Québec, nous sommes très fiers de vous dire qu'il est possible de documenter les concentrations de subtilisine de type protéase, tant au niveau des savons que dans l'air. Comme vous venez de voir, je viens de vous faire plusieurs propositions de moyens de contrôle, mais évidemment, comme ce n'était pas l'objectif du projet, c'est des choses qui restent à confirmer. Et selon moi, je crois que les surfaces pourraient être utilisables comme moyen de contrôle de façon préventive, mais je sais que c'est peut-être pas dans les us et coutumes non plus de faire ce type de documentation-là. Donc, voici toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin. Je ne vais pas toutes les nommer, il y en a beaucoup. C'était des grosses équipes qui nous ont permis là, de mener à bien ce projet-là.